Sur le plateau de Backseat, bonsoir, bonsoir. Vous pouvez applaudir. Merci le public, vous êtes incroyables. Merci le public, bonsoir à toutes et à tous. De retour sur le plateau de Backseat pour cette deuxième partie d'émission. Chers amis, ça va toujours? Oh bah oui. Oh bah oui, on est en forme. Hein. Oui, non, mais ça va très bien, ça va super. Deuxième partie d'émission, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons le député La République En Marche, Sylvain Maillard. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Sur Merci le plateau de pour Backseat. Sylvain Maillard, vous êtes député de Paris. C'est vrai. Député La République En Marche. Vous C'est venez vrai de finir aussi. du coup votre législature. Vous êtes candidat à votre propre succession. C'est vrai aussi. Et vous avez été porte-parole du groupe. C'est toujours vrai. Et vous ne l'êtes plus. T'as bien fait ton boulot, bon Jean. Je Non, me c'est une vraie suis fait renvoyer dans la journée ou pas? Parce que j'ai écrit ancien porte-parole, mais en fait j'avais un doute. Vous Non, l'êtes toujours. toujours. Porte-parole, Ouais. d'accord, très bien. Autant pour moi. Non, mais sur tout ça. Le groupe n'est pas très actif en ce moment, comme Non, on n'est pas l'Assemblée très est actif. fermée. Ouais, exactement. L'Assemblée, Mais bon, ouais. on fait encore évidemment une présence médiatique, donc voilà. c'est J'interviens à leur nom. Vous assurez la permanence de la présence médiatique. Exactement. Merci à vous encore une fois d'être venu. La présidentielle s'est déroulée il y a quoi, 3 semaines maintenant. Emmanuel Exactement. Macron a été réélu face à Marine Le Pen à 58%. Une victoire en demi-teinte après une campagne très courte quand même, non? Déjà une victoire, c'est la première fois qu'un président est réélu hors période de cohabitation, donc c'est déjà une victoire. Moi, je fais pas partie de ceux qui baissent la tête en disant oui, c'est une victoire et on en est très heureux. Il a porté un projet. Après, évidemment, c'est pas ce qu'on aurait souhaité en casting de deuxième tour. Vous auriez sauté On Jean-Luc préfère Mélenchon. on préfère avoir des candidats de l'arc républicain. Donc, si on peut éviter les extrêmes, c'est ce qu'on préférait. Et Jean-Luc Mais, Mélenchon fait partie mais de c'est les l'arc Français qui républicain ou choisissent. pas? Oui, enfin, il fait partie du paysage politique, mais D'accord, ok. moi, je préfère avoir en face de nous des gens qui ne sont pas dans des extrêmes, tout simplement. Bon, et Mais on indépendant. ne choisit pas, c'est les Français qui choisissent. C'est vrai, et c'est les Français qui ont choisi. Et les Français, ils ont choisi une tripolarisation de la vie politique quand même autour de 3 blocs. Le bloc du coup de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, un bloc d'extrême droite très fort autour de Marine Le Pen qui a considérablement progressé, et un bloc autour de la gauche de Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à faire l'union derrière lui. C'est une nouveauté dans le paysage politique, cette tripolarisation. Est-ce que c'est la fin du paysage gauche-droite que proposait Emmanuel Macron en 2017? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la réalité à l'heure actuelle. Est-ce que ce sera dans le futur? J'en sais rien. C'est un moment très mouvant de la politique. Faut s'adapter. C'est les électeurs qui choisissent, encore une fois. C'est pas. J'entends souvent dire un tel. Mais ce sont les électeurs qui choisissent. Il y a un besoin de radicalité qui n'est pas uniquement dans la politique, d'ailleurs, d'une façon générale. Besoin de radicalité avec des projets radicaux. On a 3 projets d'une vision de la France, une vision de l'Europe qui sont très différents et très identifiables. Et je crois que ce qui a fait du mal finalement aux partis traditionnels de gouvernement comme les LR, comme le PS, c'est qu'au fond, on ne comprend pas ce qu'ils veulent porter. Ils sont au pouvoir, ça change quoi? Qu'est-ce que vous répondez qui à se ceux passe qui disent qu'on ne comprend pas très bien ce que veut porter Emmanuel Macron non plus? Ah oui, Ça, vous c'est- parliez d'extrême et on parlait de tripolarisation. Emmanuel Macron a assumé le terme d'extrême centre. À un moment, il a dit bon, bah, à ce moment-là, moi, très bien, moi je fais aussi l'extrême centre. C'est une radicalité aussi. Je croyais que vous aimiez pas les extrêmes. Moi, je pense qu'il y a 3 projets vraiment radicaux, c'est-à-dire identifiables. Là, on parle technique. Il y a 3 projets qui sont parfaitement identifiables. Projet d'extrême droite, enfin, moi je qualifie d'extrême droite. Après, chacun peut le qualifier comme il veut. Un projet Non, c'est bien, central, extrême celui qu'on porte depuis 5 ans, avec évidemment une évolution dans les 5 prochaines années. Il faut qu'on soit plus fort sur l'écologie. Il faut qu'on puisse accompagner de façon plus forte et qu'on protège plus encore les Français parce qu'on rentre dans une situation compliquée avec de l'inflation, avec peut-être même de stagflation. Donc il va falloir accompagner. Et puis un projet, en tout cas mené par l'extrême gauche. Il n'y a pas que l'extrême gauche, avec un entre-deux tours assez bien réussi de Jean-Luc Mélenchon. Il a perdu, il doit normalement, entre guillemets, un peu disparaître de la vie politique, en tout cas pendant quelques semaines, et il arrive à revenir au centre du jeu en faisant une alliance étonnante, mais qui est une alliance. Elle vous étonne tant que ça, cette alliance? Parce qu'elle a été réclamée par l'électorat de gauche. Oui, elle a du Écoutez, sens elle a du politiquement, sens, quand non? même. Écoutez, moi je suis parisien, je connais Anne Hidalgo, je suis un opposant d'Anne Hidalgo et je vois ses positions depuis tant et tant d'années. Et moi je suis surpris que le PS que les Verts s'allient avec
avec Jean-Luc Mélenchon, au fond, il y a des projets avec des vraies convergences. Que le PS et le PS d'Anne Hidalgo s'allient, avec Jean-Luc Mélenchon, moi, ça me surprend énormément. Je pense qu'ils ont porté des choses très différentes. C'est parce que les électeurs PS ne sont pas sur la ligne d'Anne Hidalgo non plus. Oui, et puis c'est ça, est-ce que c'est le PS d'Anne Hidalgo? Parce que le PS, il est plutôt porté par Olivier Faure, et Anne Hidalgo a toujours montré une dissociation avec Jean-Luc Mélenchon. Puis elle a fait 1,5%, donc c'est peut-être pas le PS dont les électeurs veulent, de toute façon. Vu que vous disiez que c'est un changement de génération. Il y a deux générations différentes, avec des dirigeants peut-être d'une autre génération, mais dedans, il y a Carole Delga qui n'est pas très âgée non plus, et une génération plus jeune qui voulait cette alliance. Voilà, il y a une recomposition en permanence du monde politique et bon, c'est comme ça. Le fait qu'il y ait le PS dans l'Alliance fait que ça va quand même être plus compliqué de repeindre tout ce bloc NUPES en extrême gauche, d'autant plus que n'y a pas le NPA dedans, alors que ça a été discuté à un moment, il n'y a pas le NPA, ça c'est l'extrême gauche. Hein. Le NPA, Lutte ouvrière et d'autres partis comme ça ne sont pas dans cette alliance-là. Ça va être dur de dire que tout ça c'est de l'extrême gauche. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il a tout avalé. Là. Attends, il existe plus. Qu'est-ce qui existe au PS ? Il existe quoi? Ils ont combien? 58 circonscriptions? Le PS, le Parti Socialiste. Ils n'ont plus que 58 circonscriptions sur 577. Donc vous vous rendez compte? Ils ont une trentaine de députés. Les Verts, une centaine de circonscriptions. Combien il va en rester? C'est quand même un chamboulement incroyable. Celui qui a les clés du camion, c'est Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas se mentir. Vous parliez tout à l'heure du fait que cette alliance vous surprend, étant donné un peu son aspect protéiforme. Mais finalement, est-ce que c'était pas ça, La République En Marche, en 2017? C'est-à-dire un peu de tout, des gens qui venaient du PS, des gens qui venaient du Modem, des gens qui venaient de LR, des gens qui venaient de nulle part. C'était un peu ça aussi, c'était des alliances un peu surprenantes, non? Mais la vie politique, construire une majorité, c'est rassembler, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ce qui est plus étonnant, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'en général, ça se fait avec une personnalité qui regroupe autour d'elle. Là, c'est de l'extrême gauche qui attire vers elle, et donc ça c'est plus, de mon point de vue, c'est plus étonnant. Voilà. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a rassemblé autour de lui. Oui, autour de lui, mais de plus à gauche que lui, plus à droite que lui. Là, on est la France insoumise, c'est vraiment à gauche. Et va attirer plutôt plus à droite de lui. Donc c'est plus original. Pour le PS, finalement, Emmanuel Macron pourrait être considéré aujourd'hui comme étant plus à droite. Enfin voilà, le curseur, on ne sait pas trop le poser. D'ailleurs, lui a dit que ça n'avait pas vraiment d'importance. Oui, non, mais je fais juste. Vous parlez de je constate que ça m'étonne là-dessus que le barycentre de cette nouvelle alliance soit autant à gauche. Okay. Vous parliez de radicalité tout à l'heure en disant qu'il y a un besoin de radicalité vraisemblablement dans la société, mais en politique aussi, c'est ce que vous venez de dire. En quoi le programme d'Emmanuel Macron et la vision que vous portez est radicale? Elle est radicale parce que d'abord, elle projette la France dans ce que nous, on pense doit être. C'est-à-dire d'être d'abord optimiste, se dire que le meilleur est à écrire devant nous et de se donner les moyens de réussir. Je pense que c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a pu entendre chez les LR, par exemple, avec finalement c'était mieux avant, ou ce qu'on entend avec Éric Zemmour, avec un pessimisme, finalement la France d'avant c'était mieux. Nous, on pense que les meilleures années sont devant nous. On pense profondément que l'Europe, c'est notre avenir. Et qu'il faut construire, que c'est difficile, évidemment, il y a plein de difficultés, mais que notre avenir, c'est l'Europe. Et donc la radicalité, c'est de dire, au fond, que l'on soit sceptique ou pas, que l'Europe soit parfaite ou pas. En fait, c'est notre cheval de bataille et c'est là-dessus qu'on pourra développer. Et nous, on croit profondément que la France a un message très fort à porter dans les années qui viennent, que la jeunesse française a un message très fort à porter. Mais il faut qu'elle ait confiance en elle. Et c'est à nous de donner les instruments pour qu'elle se construise son avenir. C'est surprenant de voir que finalement, ce programme est aujourd'hui incarné par des personnalités de l'ancien monde. On peut penser à Éric Woerth, on peut penser à un tas d'autres de personnes qui étaient finalement là depuis un petit moment, qui ne vendent pas forcément du rêve et de l'optimisme, comme vous le dites. C'est un peu étonnant, non ? Je ne sais pas si c'est Éric Woerth qui l'incarne. Non, mais il y a des personnalités, c'est un rassemblement. Il y a plein de personnalités différentes. Moi, je vois mes collègues députés. Je porte la parole Jean Massier des députés toujours. Encore quelques semaines. Voilà, nous on vient l'immense majorité d'entre nous. N'était pas dans la politique avant. On vient du monde de la société civile et on fait de la politique comme des citoyens font de la politique. C'est quoi, du coup, votre nouvelle promesse? Parce que ça, c'était la promesse de 2007 dans Marche, c'est-à-dire proposer une politique différente. Et il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui a permis au mouvement d'émerger, de faire émerger des nouvelles personnalités. Vous en avez un exemple parfait. Qu'est-ce que c'est la promesse d'En Marche en 2022, pardon?
si c'est pas ce renouveau politique, parce qu'en fait, il qu'Emmanuel n'existe Macron pas lui-même aujourd'hui. a promis une Sur les nouvelle étape, candidats en eux-mêmes ou sur... En fait, on voit qu'il n'y a pas de renouveau politique. Cette proposition de renouveau politique aujourd'hui c'est est une un peu reconduction, c'est une essoufflée en réélection. quelque plus de la sorte. plus de la moitié de nos candidats sont des nouveaux candidats à l'heure actuelle. Ce qu'on présente sur les 577 De LR circonscriptions. Je plaisante. Non, mais Je plaisante. c'est très peu. Il y a plein de profils vraiment intéressants. Au contraire, il y a un vrai renouvellement sur ce qu'on a. Et puis, il y a ceux qui ont déjà, comme moi, 5 ans d'expérience. Je crois qu'il y a un alliage qui me paraît intéressant entre de l'expérience. Qu'est-ce qu'on nous l'a reproché au début quand on est arrivé en disant l'amateurisme, Oui, c'est ça, des nouveaux qui c'était arrivent. d'ailleurs- Et voilà. Donc là, il y a un alliage avec des gens qui ont de l'expérience et puis des nouveaux qui vont arriver avec de la fraîcheur. Et je crois que, je pense qu'au bout de 5 ans, pour être tout à fait honnête, on n'est pas un vieux dans la politique. Hein. Mais je crois qu'il y a ce besoin aussi de renouvellement en permanence. Je crois que c'est la promesse qu'on a toujours portée et qu'on porte encore. Et la parité aussi, voilà, tout simplement. On a apporté la parité, nous, à l'Assemblée nationale. On va continuer à l'apporter. C'est quelque chose d'important pour nous. Oui, mais tout à fait. Et donc, il faut des nouvelles têtes, des nouveaux candidats, des nouveaux profils. Est-ce qu'en 2022, pour porter le La projet. République En Marche va arriver à dépasser cette parité de façade et arriver vraiment à une parité de fonction ? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une première ministre ? Est-ce qu'on aura une femme présidente de l'Assemblée nationale ? parce qu'on a Une vu la femme photo, présidente ouais. du groupe ? Juste sur les commissions. Les commissions Oui, mais on les est un peu commissions, timide. c'est Ok. paritaire, mais C'est au-delà de ça. la première fois qu'on l'a fait. Non, Pardon mais moi, je veux bien à chaque fois, tout ce qui est mangé, effectivement, n'a plus de goût, mais les commissions, les 8 commissions sont totalement Oui, je sais, paritaires. mais 4 et c'est la première fois. On a sur l'ensemble des projets et de lois que nous avons portés, on a fait toujours attention d'avoir un homme et une femme en permanence et qui l'ont porté. Je vous invite à regarder Oui, j'ai des chiffres très précis. tous j'ai les tout projets récupéré. de loi Oui, et je importants qui ont été portés, c'était le cas. Ensuite, sur les fonctions, écoutez, on verra dans quelques jours Parce que maintenant. c'est quand même ça qui a été reproché à la République En Marche. Bien sûr. Oui, non, mais attendez, moi, je suis vraiment pour. Je trouve que c'est vraiment ce vers quoi on doit aller et que est-ce que c'est l'incarnation de la personnalité? Moi, je crois profondément. Vous savez, j'étais partie de ceux qui étaient pour les quotas. Et je pense qu'en 2014, moi je suis arrivé en 2014, j'étais maire adjoint du 9e arrondissement de Paris. Notre maire, c'était une maire femme. C'était la première fois que c'était une maire femme. Et ça a changé et l'organisation de notre arrondissement, ça a changé l'organisation des équipes, ça a, je crois, dynamisé profondément. Moi, je suis vraiment pour. Et d'ailleurs, on le voit dans les élections locales, un homme, une femme en permanence, et ça fonctionne très bien. Fonctionne très Et bien. ça a vraiment rafraîchi la politique. Je reviens sur la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection. Dans son discours de victoire sur le Champ de Mars, il a déclaré qu'il reconnaissait qu'une bonne partie des gens qui avaient voté pour lui au second tour n'avaient pas voté parce qu'il partageait ses idées, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et il a dit « ce vote m'oblige ». Et ce vote l'oblige à quoi, selon vous, Sylvain Maillard ? À écouter. Alors juste juste entre 2017 et 2022, parce qu'on nous l'a beaucoup dit et redit. Je voudrais juste une réalité. En 2017, 57% des Français qui avaient voté pour Emmanuel Macron au second tour avaient dit qu'il avait voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Ouais. En 2022, c'est l'inverse. 57% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour disent j'ai voté pour le projet d'Emmanuel Macron. Donc il y a une progression. Il y a une progression du vote d'Emmanuel Macron. Évidemment, beaucoup de Français sont allés, dans mon entourage aussi, sont allés pour faire barrage à Marine Le Pen. Voter en se bouchant le nez. C'est pour ça que je disais Victor Jean-Mathilde aussi. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il y a quand même une différence et c'est bien qu'on fasse encore la différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tout simplement. Et ça oblige, et pardon, pour répondre à votre question, ça oblige d'entendre ceux qui sont venus voter pour Emmanuel Macron, mais qui n'adhèrent pas au projet et qui, sur l'écologie, l'accélération sur l'écologie, on a entendu, et il faut que ça s'incarne, et que ça s'incarne dans le quotidien de chaque Français. Même les électeurs d'Emmanuel Macron disent que sur l'écologie, ça pêche un peu. Vous avez accéléré 2 semaines avant le deuxième tour, quoi. Enfin, dans l'entre-deux tours, plutôt, sur l'écologie. C'est de dire on écoute, c'est... Ouais, mais ça faisait 5 ans. Vous savez, Sarkozy avait dit j'écoute, mais je tiens pas compte. C'est là, on écoute et on tient compte. Non, mais l'écologie, c'est toujours difficile, je vous le dis, parce qu'on a fait beaucoup de choses, les 700 000 rénovations de logements, la transition, les voitures électriques sont développées à une vitesse incroyable, l'accélération sur nos énergies, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi, à un moment, il faudra qu'on discute comment on finance le tout, parce qu'il faut évidemment aller beaucoup plus vite, mais il va falloir qu'on trouve la clé de répartition. Et donc, il y a des changements. On porte une écologie qui est différente de l'écologie, d'ailleurs, de NUPES. Je ne sais pas comment on dit, NUPES, ou NUPES. NUPES, oui. Comme on veut. Une écologie différente, c'est que nous, on veut de la croissance verte.
Et c'est très important, la différence Ils sont pas avec déclinistes la non volonté de la plus, décroissance qui, pour nous, est un non-sens et pour nous, est un facteur qui détruira la société au sens de ce qu'elle est et économique. Donc, pour nous, la croissance verte, c'est important. Comment on fait pour verdir l'ensemble de nos processus de production? C'est ça le défi. On croit beaucoup à la science, on croit qu'on va inventer beaucoup de choses dans les années qui viennent. On investit énormément. Quand on fait France 2030, on veut remettre de l'emploi industriel en France. Moi, j'ai connu, j'ai une autre vie aussi à côté d'industriel. J'ai connu les grands patrons français qui ont abandonné dans les années 2000 l'industrie en France en disant c'est les Chinois qui vont tout fabriquer. Nous, comme on est très intelligents, on va concevoir et puis on leur laissera faire. Au bout de 5 ans, les Chinois, ils sont plus forts. Ils sont extrêmement forts. Ils ont tout récupéré. On s'est retrouvés sans rien. On a perdu nombre de nos fleurons. Mais à quel prix, on est en train de changer là-dessus. Parce que si vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas de service derrière. Hein. Ça, c'est très clair. Donc, il faut une industrie, mais une industrie décarbonée. Et moi, je suis persuadé qu'en investissant dessus, avec l'hydrogène, avec les nouvelles batteries, avec toutes les nouvelles technos qu'on est en train d'inventer, ça nous permettra d'être en pointe, de développer une croissance verte, de développer de l'emploi, parce que le but, c'est simple, à la fin de ce quinquennat, c'est d'être au plein emploi total. Mais à quel prix cet investissement dont vous parlez? Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à plaider pour une réindustrialisation, ça s'entend dans beaucoup de camps politiques, mais comment est-ce que vous le financez? Il y a eu des annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron dans le cadre de France 2030 sur des investissements à très long terme, sur le nucléaire, mais pas seulement, aussi sur l'hydrogène, et sur les batteries. En échange de quoi il faut garantir une compétitivité française qui se fait au détriment peut-être parfois du social? C'est quelque chose que... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Vous gagnez mieux votre vie quand vous travaillez dans une industrie. Vous gagnez statistiquement mieux votre vie que dans plein de services. On a une vision de l'industrie qui n'est plus du tout la réalité. Au contraire, c'est extrêmement... moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous regardent de regarder ce que propose l'industrie à l'heure actuelle. C'est plus l'industrie de Zola, où c'est vraiment extrêmement moderne, extrêmement dynamique, avec des process de fabrication hyper motivants et puis bien payés. Donc, il faut qu'on continue à développer ça. On a recréé des emplois en France dans l'industrie, mais il faut qu'on accélère là-dessus. C'est comme ça qu'aussi qu'on va inventer de nouveaux process de décarbonation de notre économie. L'objectif, c'est d'être à 2050 ou 2040. On va essayer d'aller plus vite. Mais l'idée, c'est d'être absolument d'une neutralité. On a encore beaucoup de chemin. Usul ? Je vais rebondir sur ce que Jean a dit tout à l'heure, sur quand Emmanuel Macron, en 2017, avait dit qu'il nous donnerait toutes les raisons de ne plus voter pour les extrêmes. À vous écouter aujourd'hui, il n'y a plus que vous et les deux extrêmes, d'ailleurs, justement, qui ont tous les deux monté en puissance. Mais comment vous expliquez que, à ce point-là, l'extrême droite se soit renforcée pendant ces 5 années? Qu'est-ce qui a fait ça? Quelle est la part de responsabilité, y compris du gouvernement, dans les mots employés, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de Macron dans le fait que l'extrême droite, notamment, se soit renforcée à ce point et soit arrivée en position de force à la présidentielle, là, cette fois-ci, en 2022? Alors qu'il nous avait promis, à l'inverse, qu'elle serait affaiblie. Là-dessus, clairement, on n'a pas réussi. C'était un objectif, on n'a pas réussi. Il faut reconnaître. Qu'est-ce qui a été fait pour contrer le montée de l'extrême droite? Juste quand même, qui peut être noté, on a quand même eu un quinquennat à partir des moitiés du quinquennat extrêmement difficile, entre les gilets jaunes plus le Covid, plus on termine sur la guerre en Ukraine. Je pense aussi qu'il y a une fatigue généralisée qui fait que... Mais la guerre en Ukraine, ça aurait pu rendre inaudible l'extrême droite pro-Poutine. C'est pas la guerre en Ukraine, ça n'a pas fait monter l'extrême droite. C'est vrai que par exemple, c'est un point étonnant. On aurait pu penser que ça aurait pu faire monter d'autres candidats la position de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Poutine est assez étonnante. On parle de l'extrême droite. Ou de l'extrême droite, pardon. Mais même chose avec Marine Le Pen. De toute façon, c'est les mêmes positions. L'un et l'autre ont les mêmes positions, avec une fascination. Il y en a une qui s'est fait financer sa campagne par la Russie et l'autre. L'un et l'autre ont quand même des positions très pro-russes depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est un des sujets dans l'alliance, en disant, voilà, on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord. Mais c'était pas le sujet de ma question. Non, mais vous avez raison, ça n'a pas fait augmenter les autres. Je crois qu'il y a l'extrême droite et l'extrême gauche ont des projets qui sont visibles, compréhensibles, radicaux, clairs, audibles, et qui ont trouvé une résonance sur laquelle nous, on a...
on a gagné là-dessus, mais on n'a pas réussi à beaucoup moins que la dernière les fois. faire. On fait plus, mais non, mais je me satisfais pas de ça. Mais après, on a quand même gagné l'élection, qu'on soit très clair. Donc, ça vous paraît donc Jean-Luc Mélenchon n'est pas arrivé au deuxième tour. Donc, c'est un résultat qui est quand même extrêmement positif, en tout cas de notre point de vue. Ouais. Mais il n'empêche qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Non, mais je vous dis, vous parlez des extrêmes. Oui, je parlais de l'extrême droite, précisément. Et Marine Le Parce qu'on Pen, est d'accord on n'a que pas l'extrême réussi. droite et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose. On n'a pas réussi à cette France parfois périphérique, cette France aussi qui a refusé le vaccin, cette France qui se sent délaissée. On n'a pas réussi à lui donner une espérance pour revenir plus vers nous. Voilà, ça c'est vrai que là-dessus on n'a pas réussi. C'est à nous de donner plus d'espérance. Alors il y a des choses très concrètes qui sont avancées. Vous savez, quand on est arrivé, on dit il n'y a pas le téléphone, on est en zone blanche partout. Il y a eu des vraies avancées pendant ces 5 ans. Mais il faut qu'on puisse donner du service public beaucoup plus en proximité, aller plus loin, avoir des policiers, avoir des gendarmes. On a remis 10 000 policiers et gendarmes sur le terrain, mais il faut plus. Il faut que l'ensemble des Français se sentent français. Certains se sentent oubliés. La santé l'a montré très clairement. Quand vous faites 50, 60 km, 80 km pour trouver une maternité ou pour trouver un médecin pour vous soigner, et ben ces Français-là ne sont pas contents, et je comprends. Même si on a fait les maisons de santé, on manque de médecins. Et en campagne, moi je suis un élu parisien, donc on a des médecins, même s'il y a des difficultés sur certaines, mais il y a une vraie difficulté. Je vais affiner peut-être ce que je voulais dire, c'était peut-être pas très clair. Quand je voulais parler de l'extrême droite, je voulais aussi parler de questions assez concrètes, c'est-à-dire le nœud aussi de l'extrême droite, c'est le racisme. C'est-à-dire que l'extrême droite fait son beurre sur le racisme. Il y a un sentiment raciste, un dialogue qui se crée sur les plateaux, voilà, où les mots sont employés comme ça, avec une stigmatisation de certaines populations plutôt que d'autres, de l'islam en particulier, des musulmans en général. Et l'extrême droite se nourrit de ça avant de se nourrir de la peur, je sais pas, du vaccin ou des services publics. Le cœur de métier de l'extrême droite, c'est d'utiliser ça. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans? Les ministres notamment, je pense à des gens comme Darmanin, Jean-Michel Blanquer, pour faire reculer ce sentiment raciste, ces expressions racistes. J'ai l'impression que ça a plutôt été le contraire. Est-ce que vous admettez que sur le front de la lutte contre le racisme, il n'y a pas eu un travail extraordinaire de fait? Au contraire, vous avez plutôt avalisé le vocabulaire de l'extrême droite. Il y a eu la fameuse interview de Macron dans Valeurs Actuelles. Il y a eu des interviews données, je sais pas, par Marlène Schiappa aussi à Valeurs Actuelles. Est-ce que ça n'a pas joué ça aussi pour légitimer les thèses d'extrême droite? Et après, on connaît la fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen, les gens préfèrent l'original à la copie au final. Bon, beaucoup de choses oui. et sur lesquelles je pense qu'il peut y avoir discussion et on n'a pas été parfait et je l'entends. Toujours difficile de gouverner, de trouver le bon équilibre entre l'action et la perception des gens. Mais vous savez, moi j'ai travaillé pendant 5 ans, j'étais président du groupe d'études sur l'antisémitisme. J'ai porté une résolution d'ailleurs qui a fait du bruit à ce moment-là. Et 2 ans après, je m'aperçois que tout le monde, l'ensemble des groupes politiques qui parfois ont hurlé au moment où je l'ai fait voter en 2019, maintenant trouvent que c'est la bonne définition de ce qu'est l'antisémitisme. Le racisme et l'antisémitisme, on va revenir sur ces deux haines totalement différentes. C'est important, c'est intéressant de comprendre la racine. Le racisme, c'est un sentiment de supériorité. Vous vous sentez supérieur par rapport à une autre communauté pour une raison X ou Y. L'antisémitisme, c'est l'inverse. C'est un sentiment d'infériorité. Et d'ailleurs, du coup, l'antisémitisme n'a pas la même racine que le racisme. On a essayé de les combattre de façon globale. Moi, je crois que d'abord, il faut les séparer. Je trouve que l'extrême droite, et vous avez tout à fait raison, est raciste. Enfin, une partie d'entre elles se nourrit sur le racisme. Il n'y a pas que ça. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la désertification, le sentiment d'abandon. Mais vous en parliez pas, donc moi je parlais sur le racisme et sur le fait que, au fond, s'il y avait moins d'immigrés, on serait bien plus heureux. D'ailleurs, je note dans quelle entreprise à l'heure actuelle peut fonctionner, quel service public peut fonctionner sans les immigrés. Juste une petite remarque. Non. De l'autre côté, on a à l'extrême gauche plutôt, eux ont choisi comme bouc émissaire les riches ou ce qu'on appelle riches, ou parfois, pour certains d'entre eux, pas tous, sur l'extrême gauche, parfois des relents un peu antisémites. Donc le choix de l'extrême droite et de l'extrême gauche a toujours été d'avoir des boucs émissaires, d'avoir un bouc émissaire différent l'un de l'autre. Est-ce qu'on a réussi à le combattre? Ça, pas vraiment.
Je suis d'accord avec vous sur la perception Ouais, des sur choses. l'alliance, ouais. Est-ce que c'est dans le langage, dans ce que nous utilisons comme langage? Je ne suis pas certain. Je crois que C'est dans c'est les plus actes profond. aussi, Je crois que c'est plus pardonnez-moi, profond. mais Il y a autre les chose tentes dans... arrachées à Calais et compagnie, enfin, il y a quand même eu des moments très violents, notamment pour les migrants et migrantes, qui ont marqué ce quinquennat et des images qui sont excessivement violentes et qui restent quand même dans l'imaginaire collectif. Donc c'est pas forcément que un choix de vocabulaire, mais il y a aussi des actions, des actes qui ont été particulièrement traumatisants. Je crois qu'à l'heure actuelle, chaque migrant, quand on enlève une tente, on a une proposition de relogement. Moi, je pense Vous que croyez? en tout cas, C'est pas c'est ce qu'on rapporte à Calais, ce qu'on a hein. à Paris, quand on fait des évacuations, il y a toujours des propositions de relogement. Moi, je pense que pour une personne, un être humain, n'a pas à vivre dans une tente, tout simplement. Donc, on doit les reloger et on doit trouver des solutions. C'est pas facile, hein, honnêtement. Pour les migrants à Calais qui ne veulent pas rester en France, leur objectif, c'est d'aller en Grande-Bretagne, c'est pas de rester chez nous. Donc, c'est compliqué de trouver des solutions. Donc, en 2022, à partir de 2022, ce nouveau quinquennat, plus de violence policière à l'égard des migrants. En même temps, se satisfaire de laisser des camps de tentes aux abords des villes en se disant, au fond, si je peux plus parle de toucher à la violence. tente, ça me semble pas Je vous parle de violence. Non, mais c'est difficile. Non, mais c'est le travail des Oui, policiers. bien sûr, mais aller arracher des tentes et frapper des personnes qui sont dedans, c'est des violences. Le travail des policiers est vraiment difficile. Il faut trouver un bon équilibre. Là, vous parlez de propos de façon générale. Je pense que c'est difficile d'intervenir. Parce qu'on a vu beaucoup d'images. Oui, mais voilà, le travail... Soutenons nos policiers, c'est pas facile d'être policier. Quand quelqu'un s'accroche à sa tente, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que nous ce qu'on veut, c'est pas, mais, oui, mais évidemment. Mais est-ce qu'on doit pas avoir une évacuation sont pas toujours simples, mais pour autant, c'est aussi une politique globale d'accueil des populations immigrées ou réfugiées qui a pas toujours montré. On n'a jamais autant logé de personnes sans domicile ou de migrants qu'à l'heure actuelle. Jamais autant logés. Moi, je vous entends, je vous vois hocher la tête, mais c'est les chiffres. On peut trouver que c'est pas assez, mais ce sont les chiffres. Non, moi, ce qui me fait hocher la tête, c'est quand je vous parle de violence policière à l'égard des migrants, c'est que vous me répondez, c'est pas facile d'être policier. Enfin, je suis désolé, mais mettez-vous aussi à la place du migrant dans ce cas-là. Je ne prends pas ce terme de violence policière. Je pense que c'est extrêmement difficile d'être policier. Pourquoi Pourquoi ne pas admettre qu'il peut y avoir des violences? Il peut y avoir des violences de policiers, tout à fait. Des violences policières, je n'accepte pas le terme. Emmanuel Macron l'avait accepté sur le plateau de Brut. Je n'accepte pas le terme de violence policière. Je pense que c'est un métier extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et de stigmatiser en disant qu'il se comporte, ou dire qu'à chaque fois qu'il fera une intervention, il se comporte mal, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, c'est une opposition. Si on revient sur les élections législatives, Emmanuel Macron a aujourd'hui la charge difficile d'essayer de se constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, il avait investi 50% de nouveaux visages. Il a aussi besoin de négocier avec d'autres forces politiques. On le voit en interne et c'est pas toujours facile autour de Édouard Philippe qui cherche à grappiller une large part du gâteau. François Bayrou qui veut pas être dilué non plus. L'aile gauche de la majorité qui est totalement exsangue et qui d'ailleurs s'en plaint de plus en plus ouvertement. Je reviens sur cet étiage majoritaire autour de cette formation Renaissance. Qu'est-ce qu'il a fait tenir ensemble, à part Emmanuel Macron? C'est très compliqué, on a l'impression que tout le monde se tire dans les pattes, que chacun veut un poste, une représentation. Vous savez, vous allez voir toutes les différentes formations, c'est extrêmement difficile de faire des listes électorales, quelles que soient les élections. C'est toujours compliqué, il y a beaucoup de talents, dans tous les partis d'ailleurs, beaucoup de talents et des ambitions qui sont tout à fait légitimes des uns des autres. Et après, il y a un choix, il y a un équilibre à trouver, régional, national, qui est toujours compliqué. On a 577 candidats. On a une majorité qui est soudée derrière le président de la République. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et alors cette majorité, il y a des discussions parfois un peu dures, certes, mais qu'il y ait des discussions, c'est tout à fait normal dans la constitution d'une liste. Cette majorité, une fois qu'elle est à l'Assemblée nationale, et là je m'adresse du coup au porte-parole du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, une fois qu'elle est à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'elle fonctionne? On vous a beaucoup reproché d'être, on a notamment entendu l'expression député Playmobil, des députés qui ont le doigt sur la couture du pantalon, qui obéissent au sifflet et qui votent comme un seul homme sur des textes qui maîtrisent peu. C'est quelque chose que vous entendez, cette critique-là, ou vous dites que c'est le lot de toutes les majorités? Bon, moi, je suis hyper content que vous nous en parliez. En plus, on a un peu de temps à discuter. Parce que c'est alors, expliquez-moi, vous député de la majorité, ça veut dire quoi? Le but, c'est évidemment d'être blessant. D'ailleurs, ça l'a très bien réussi, au fond, de nous traiter de Playmobil, ça veut dire d'objets... c'était dur, c'était violent, Playmobil? Je trouve que c'est violent. L'idée, c'est quoi? C'est de nous discréditer. Vous regardez les votes, les pourcentages de vote. Regardez la France insoumise. 100% des 17 députés ont toujours voté pareil pendant 5 ans. Mais c'est normal, c'est des opposants, ils ont voté contre. Non, c'est les seuls.
quand vous regardez la majorité, c'est un peu plus hétéroclite. Moi, je vais vous raconter le métier d'un député de la majorité. C'est pas le même que le métier d'un député de l'opposition. Alors expliquez-moi, du coup, ça veut Un dire député de l'opposition, il arrive dans l'hémicycle et il est là pour défendre ses idées, porter des choses. Il sait qu'une grande partie de ce qu'il va porter ne va pas être pris dans les grands textes majeurs. Dans les textes un peu moins importants, c'est vrai qu'il y a plus de discussions. Un député de la majorité, lui, il va être en négociation en amont. Et au fond, l'hémicycle, la commission, il y a encore discussion, mais dans l'hémicycle, ça va être quelque part les derniers calages. Ouais. Mais le travail du député de la majorité et dans ce qu'on appelle un responsable politique et un rapporteur, ils sont deux dans un texte, en fait, c'est de préparer en amont les textes avec les ministres. Et donc, un texte bien ficelé, bien fait, en fait, ce n'est pas des milliers d'amendements du côté de la majorité, ça veut dire qu'il n'a pas été très bien travaillé. C'est qu'en fait, au contraire, ce sont des textes qui arrivent et il y a très peu de prise de position de la majorité parce qu'on a pu déjà discuter, parfois dealer des. C'est parce que vous voulez dire que votre influence sur les textes, elle était en amont de l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Vous voulez que je vous prenne un exemple ? Oui, allez-y. Un exemple très clair. Sur Airbnb à Paris. Ouais. Moi, pas à Paris, mais de façon générale. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit Airbnb, on ne peut pas continuer comme ça. Je travaillais avec Julien Normandie, qui était le ministre du Logement à ce moment-là. Et moi, je faisais les négociations avec l'ensemble, il n'y a pas qu'Airbnb, mais c'est celui qui est le plus connu, de trouver un équilibre entre la mairie de Paris. Alors, Yann Brossat était très actif avec Yann Brossat, avec lequel on a pu travailler. Parce qu'ils avaient la bonne intuition, mais ils n'avaient pas les outils pour pouvoir bosser. Et donc, nous, on a créé les outils en trouvant un équilibre parce qu'on ne voulait pas casser le système. On trouve que c'est intéressant pour des gens qui veulent gagner un peu d'argent, de louer leur appartement à eux, quelques jours dans l'année, 30 jours en moyenne. Hein. Ça donne de l'argent supplémentaire quand on part en vacances, ou permet de donner une flexibilité. Par contre, on ne veut plus avoir des immeubles entiers occupés par du Airbnb. D'abord, ça fait augmenter les loyers, ça fait augmenter le prix de l'immobilier. Puis, on ferme ensuite des classes. On perd, nous, à Paris, on perd des Parisiens. On a perdu 8% de Parisiens dans ma circonscription l'année dernière. Donc, il faut qu'on trouve une stabilité. Et donc, on a travaillé en amont avec l'ensemble des acteurs, avec la mairie de Paris, pas que, mais entre autres la mairie de Paris, trouver un équilibre. Et cet article, c'est l'article 51. Je vous invite à regarder en première lecture. Article 51. Moi, j'ai pris la parole 2 minutes. J'ai pas porté un seul amendement parce qu'en fait, il a été co-construit. Et donc donc on va dire, il a rien foutu ce député. Ça m'a pris des mois et des mois à travailler dessus en amont. Et c'est ça, un député de la majorité, c'est aussi ça. C'est vrai que dans les majorités précédentes, on faisait semblant et on adoptait des amendements de la majorité en séance pour faire croire que les députés. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Je ne vais pas vous dire qu'en dernier moment, on ne cale pas dans la majorité. On se laisse toujours des marges de négo, comme on dit. Oui, et puis il y a des choses qui sont discutées jusqu'au dernier moment. Hein. On fait des suspensions de séance pour discuter dans le salon de la Croix juste à côté pour trouver des. Mais l'immense majorité se fait en amont. C'est ça l'apport aussi d'une majorité. On a beaucoup de gens de talent qui arrivent avec des connaissances assez pointues sur des dossiers en amont de leur histoire et donc ils peuvent challenger plus en amont les cabinets ministériels. Parce que c'est difficile pour un député. Nous, on a une toute petite équipe et on a en face de nous des équipes ministérielles renforcées, mais c'est ça le des problème, administrations. Quand vous arrivez à Bercy, ils sont 30 à vous accueillir, vous arrivez avec 2 personnes. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver. C'est difficile, c'est même un contre-pouvoir en interne. Les députés de la majorité, c'est censé en partie parfois taper sur les cabinets ministériels, les empêcher de tourner en rond. C'est aussi ça. Quand ça fonctionne bien, vous savez, dans la 5e République, il y a 2 patrons. Il y a 2 patrons. Il y a le président de la République et le groupe majoritaire. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, il faut que l'ensemble du groupe majoritaire, c'est 350 députés, il faut qu'ils soient d'accord sur une position, qu'on arbitre la position. Mais après, si on n'est pas d'accord avec le ministre, on vote contre tout ce qu'il propose. Et donc, il y a toujours un bras de fer. Vous ne le voyez pas forcément, mais je peux vous assurer qu'il y a des discussions qui sont parfois difficiles. Mais ça fait partie de la politique. Mais notre métier, il n'est pas de faire des milliers d'amendements. Dans la majorité, c'est pas de faire des milliers d'amendements. Au contraire, c'est de travailler en amont ces textes. Ça peut faire partie du boulot de passer par voie d'amendement plutôt que par voie de négociation préparée avant. Mais en même temps, c'est une question de méthode. Et pour bien le coup, sûr, mais les deux existent. Mais je vous dis, dans la préparation, pour nous, c'est de trouver les équipes en amont. Sacha. On sait que Tahabouaf, ça a été exfiltré de la campagne des législatives de LFI car elle a été accusée d'agression sexuelle. Vous présentez Jérôme Perra, qui a été condamné pour violence conjugale. Est-ce que c'est pas problématique quand, pour la 2e fois, on fait de la grande cause du quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes ? Il y a des discussions internes. Apparemment, ça fait polémique à l'intérieur même, pour l'instant, de l'REM. Je vais être très clair là-dessus. Je connais pas le dossier de ce que du candidat que vous partez. Mais je pars du principe que s'il y a
des faits Il n'y a pas avérés. que lui, il y a une Laetitia, condamnation. Avia qui est aussi sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral. Quand il y a une décision, des choses aussi graves, je pense qu'évidemment, faut pas conserver le candidat, voilà, tout simplement. D'accord. Mais je ne connais pas ce dossier. Vraiment, je vous dis, je ne connais pas ce dossier. Pour Laetitia Avia, c'est vraiment différent. Je connais très très bien. Là, il y a parole contre parole. Je pense que c'est très bien. Ici, il y a des plaintes, dépôts de plaintes. Ils pourront se justifier les uns les autres. Aussi, il faut faire attention parce que si on est à chaque fois fragilisé par une plainte qui arrive à un moment ou à un autre et que vous devez arrêter votre mandat, ça pose une vraie difficulté. François Bayrou l'avait fait. C'est vrai qu'Emmanuel Macron était arrivé avec une promesse d'éthique en politique, etc., de probité, voilà. Et François Bayrou devait porter un petit peu ça au ministère de la Justice, et il s'est retiré quand il a eu ce truc sur les emplois du MoDem, là. Mine de rien, la promesse de... Là, il y a beaucoup d'affaires qui quand même s'accumulent. On a parlé de Laetitia Avia, on peut parler de Thierry Solaire, de beaucoup de monde. Ça s'accumule énormément, et cette promesse-là, on ne l'entend plus, elle est plus très audible, elle est plus très portée en fait. Ça y est, c'est fini. C'était quand c'était au début et qu'il y avait un nouveau casting. La première chose qu'on a votée, c'était, vous savez, on a par exemple la réserve parlementaire qu'on a enlevée. Vous savez, on avait 130 000 € par an qu'on pouvait attribuer à des associations, à des mairies, aider des projets. La première chose qu'on avait, c'est de l'enlever. Voilà, on a enlevé cette promesse. On a une transparence sur l'ensemble des frais de mandat. D'ailleurs, il y a discussion sur certains députés, parce que maintenant, on est contrôlé comme dans l'entreprise. Moi, ça va très bien. Il y a des députés qui font n'importe quoi, oui, c'est vrai qu'il y en a. Mais d'ailleurs, vous savez, je suis aussi dans une entreprise, vous avez des choses comme ça aussi. C'est de l'argent public, donc c'est très bien que ce soit contrôlé. C'est quand même des vraies avancées. Faut pas se leurrer, vous connaissez la politique autant que moi, vous savez bien les dispositions. On voit qu'au Sénat, par exemple, c'est pas le cas. L'enveloppe qu'on vous donne des frais de mandat, parce que vous avez besoin de payer des choses pour votre permanence, pour mais là, plein de fonctionnements, ce que vous nous dites, il n'y a pas de justification. Il y a une moralisation de la vie politique, Ce que vous nous dites, c'est niveau moralisation de la vie politique. Là, vous en êtes plus à promettre une nouvelle étape là-dedans. Vous en êtes plutôt à dire il ne faut pas instrumentaliser la justice pour faire tomber des gens qui feraient un travail machin. Donc on a arrêté le... Je vous donne un exemple. On n'avancera pas plus que ça. Vous avez un collaborateur, on prend des exemples. Mais là, il a été condamné, je veux dire, c'est clair, net et précis. Non, mais alors, voilà. C'est pour ça que, décision en fait, de justice. ce qui est difficile, c'est quand on commence à prendre tous les cas globaux ensemble, et puis on dit, voilà, ça c'est horrible. Prenons un par un. Quand vous avez une rupture conventionnelle que vous refusez à un de vos collaborateurs, d'accord, vous refusez qui dit, attendez, moi j'étais, alors à ce moment-là, tu veux pas me la donner, je vais déposer une plainte pour harcèlement moral. Je pense que ce qui est important, c'est que le juge décide. Mais on se lève pas un matin, on va se dire on va déposer plainte pour harcèlement moral. C'est quand même un processus un peu particulier. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été victime dans votre vie, mais c'est pas si évident que ça. Écoutez, ça arrive. Donc, oui, certainement. Voilà. Mais je pense et donc c'est pas la même chose que c'est pas la même chose que de taper sur une femme, d'avoir des violences sexuelles ou d'agression sexuelle. J'ai pas le détail D'ailleurs, moi, les femmes qui attaquent Tabouaf, moi je voudrais qu'elle dépose plainte, parce que c'est pas une commission en interne de la France Insoumise de dire quelle est la justice. Après, c'est à elle de décider ce qu'elle doit faire. Mais oui, mais je les invite. Évidemment, je les invite moi à le faire. Quand on connaît les parcours de plainte, on sait que voilà. Quand on ajoute à ça la couche de médiatisation qui va arriver par-dessus, vous préférez une commission de la France Insoumise qu'un juge. Je note que les victimes font bien ce qu'elles veulent pour le coup et choisissent comment elles gèrent cette situation qui est difficile. Pour revenir plus sur... Mais pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Mais là-dessus, je les invite vraiment. Je pense que c'est pas une commission en interne, que ce soit la France Insoumise ou une autre. Et vous c'est pas une commission en interne. Je pense que c'est au juge de. Vous n'avez pas envie d'inviter vos collègues de La République En Marche de retirer la candidature de Jérôme Perra? Non, encore une fois, pardon. Il l'a dit là finalement. Oui, ça va les inviter en fait. Qu'elle n'était pas souhaitable. Je suis désolé, vous voyez, je connais pas le sujet. Mais il n'y a pas eu justement un problème sur le. On le sait, pas vous. Sur le, un problème ou un manque de transparence. Non, vraiment, il n'y a pas eu un manque de transparence sur le mode d'attribution des circos. Il n'y a pas eu de comité. Il y a eu 5 personnes qui se sont réunies dans un bureau. C'est Emmanuel Macron en personne qui, au final, et qui ont décidé d'attribuer des circos. C'est pas problématique? Vous connaissez beaucoup de partis où ça s'est fait de façon extrêmement fluide? Pas fluide, mais ça se fait pas de manière fluide, mais il n'y a pas 5 personnes dans un bureau qui décident des circos, enfin des attributions. Vous avez des déjà circos la moitié des députés sortants qui ont été reconduits, donc c'est déjà plus facile.
Et puis ensuite, il y a les gens talentueux dans circo par circo, où l'ensemble des chefs de parti se sont regroupés en disant voilà, moi j'ai telle ou telle personnalité. Ils ont regardé un par un ce qui se passait sur le terrain et on choisit. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. Hein. Alors après, est-ce que c'est la dernière fois on a fait par un acte de candidature original. C'est vrai qu'on l'a pas fait cette fois-ci. Mais je pense que la dernière fois, on ne connaissait pas les candidats. Ouais. On inventait un nouveau parti. Là, on a eu 5 ans pour voir sur le terrain qui fonctionne bien, qui agrège, qui peut être député. Et ça revient à la difficulté dont on parlait tout à l'heure sur le fonctionnement. Une fois qu'on est député de la majorité, c'est toujours plus difficile d'être un poil à gratter pour le gouvernement ou d'être une force, même parfois de proposition ou de bousculage du gouvernement, quand sa propre investiture dépend du choix final du président de la République tout seul dans son bureau. Vous lui devez tous quelque chose au président de la République, c'est normal, votre investiture. Donc ça rend difficile le fait de devenir un député ensuite. Est-ce que c'est pas un mauvais fonctionnement des institutions de la République? C'est une discussion qu'on peut avoir. Moi je le pense à titre perso, mais qu'est-ce que vous en pensez? Sur la proportionnelle, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que justement, je comprends la représentativité, je comprends le principe, et je l'entends sur le fait de mieux représenter. En même temps, la dose de proportionnelle qui avait été proposée. C'est quoi la vie d'un député? C'est bosser toute la semaine et le week-end, c'est d'être sur les marchés, d'aller voir les gens. Quand vous êtes député élu à la proportionnelle, vous avez intérêt plutôt de passer votre temps au parti et de regarder ce qui se passe, plutôt que d'être sur le terrain. Donc moi, je suis plutôt pour des députés de terrain. Mais vous avez raison. Après, on est dans une majorité avec un devoir de loyauté par rapport à la majorité. C'est le principe d'une majorité en partie, mais ça dépend quel type de majorité. Il y a des majorités qui ne dépendent pas, dont l'investiture de chacun des candidats ne dépend pas directement du chef de l'État et qui du coup, ça leur permet de gueuler un peu plus en réunion de groupe, de s'opposer, de casser les couilles. Vous pourriez vous retrouver dans l'opposition si Mélenchon est Premier ministre. Vous l'avez préparé, ça? Non, là, pour le moment, je suis vraiment dans mon élection et chaque député est vraiment sur son élection et veut la gagner. Après, on verra ce que choisissent les Français d'une façon globale. Moi, je suis au centre de Paris en ce moment, je fais que ça. Il n'y a pas un plan B en cas de « Ah merde, ça marche, leur truc !» Comment on se prépare dans l'opposition? C'est ça, parce que finalement, vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron a été réélu sans cohabitation pour la deuxième fois et c'était exceptionnel. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un phénomène un peu de mid-terms à la française, justement parce que ce serait un peu la moitié du mandat d'Emmanuel Macron si on considère qu'il est en place pendant 10 ans et qu'on pourrait, après le vote contraint qu'on a connu de la part de certains électeurs, se retrouver avec un vote sanction pour les législatives? Cette fois-ci, ouais. Moi je pense que les Français vont être cohérents en ayant élu un président et lui donnant une majorité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur le terrain, c'est qu'il y a un sentiment de, on lui donne la majorité, on donne les moyens de pouvoir travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, y compris une adhésion pleine et entière au projet. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il y a les 28% du premier tour qui sont allés de bon cœur, et puis les autres, ceux du second tour, on leur a quand même un peu tordu le bras pour un certain nombre d'entre eux. Oui, non, mais après, c'est mon sentiment. Moi, le sentiment qu'une partie des gens... Je vois, chez moi, au centre de Paris, il y a des gens qui ont voté... le contraire. Non, mais il y a des gens qui ont voté... Il y a des gens qui ont voté Anne Hidalgo, il y a des gens qui ont voté Valérie Pécresse, qui dit, de toute façon, on ne va pas voter forcément LR, on ne va pas voter NUPES. Je précise que vous avez été élu dès le premier tour, en 2017, et vous étiez le seul député de Paris à avoir été élu dès le premier tour. Vous craignez d'être mis en ballottage cette fois-ci au second tour? Ça risque d'arriver. Non, mais je crains rien, je juste fais être élu. Je fais une campagne. Le but, c'est de faire adhérer le maximum d'habitants, de citoyens, et qui aient envie de voter pour vous. Après, on verra le résultat. Moi, Emmanuel Macron a aussi promis pour ce deuxième quinquennat une nouvelle étape, et il a promis beaucoup plus de participation, d'implication, en s'inspirant en partie du grand débat national, de la Convention citoyenne pour le climat, malgré ses défauts. C'est aussi, je pense, peut-être un rendez-vous qui a été manqué par Emmanuel Macron avec les Français, l'implication dans le processus, dans le travail, dans le mode de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose où vous pensez que le Parlement pourrait associer mieux les Français? Je crois qu'après, à travers les différents instruments dont vous venez de parler, c'est quand même très novateur. Cette convention citoyenne sur le climat, les grands débats, moi j'ai assisté à plein de grands débats, participer, c'est quand même très novateur. Ensuite, est-ce qu'il faut ça plus de... Ça n'a pas donné grand-chose, c'est ça le truc Je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que ça a toujours été des moments vraiment forts, y compris entre... J'ai des moments, des flashs, là, au moment où vous m'en parlez, des discussions où des gens qui habitent parfois la même rue pensent exactement l'inverse sur des mêmes sujets.
Et ce grand débat, c'était chacun écoutait les uns les autres. Nous, on est quand même tous de plus en plus dans notre bulle. On a l'impression que tout le monde est d'accord avec vous, entre vos amis, vos réseaux sociaux. Au fond, vous êtes vraiment ancré dans votre bulle. J'ai un copain qui me dit attends, mais il y a un vote caché Renaissance. Moi, tous ceux que je connais autour de moi, Reconquête. Il y a tous ceux que je connais autour de moi, ils vont voter Reconquête. Reconquête. Non, mais il faut qu'on apprenne les nouveaux termes. Hein, et en fait, il y a cette bulle, et je vous assure, moi, ça me fait toujours rigoler quand on dit les politiques qui sont tout à fait déconnectés. Je vais vous dire un truc. Je pense que les plus connectés, on peut dire qu'ils sont inefficaces, mais les plus connectés à la vie avec des gens très divers, c'est vraiment les politiques, quels que soient les bords, parce que dans la journée, vous rencontrez que des gens avec des avis différents sur plein de sujets et qui ne sont pas là pour vous dire que du bien. Et alors que dans votre vie au quotidien, vous êtes souvent qu'avec des gens comme vous, qui ont fait les mêmes études, qui pensent comme vous, et sur les réseaux sociaux. Alors, quand vous regardez, vous dites, attends, on est tous d'accord. On parlait tout à l'heure de l'héritage d'Emmanuel Macron après les 10 ans de mandat. Qu'est-ce qui va rester déjà là oui, non, on voit loin, on est des visionnaires. On voit l'avenir comme vous, on est optimistes. Mais on est vraiment, tous jeunes, on sera encore là en plus. En plus, qu'est-ce qui va rester de En Marche, de la REM, Avec vous, de Renaissance, qui sont quand même fortement portés par la personnalité d'Emmanuel Macron? Ça va être le challenge sur les 5 prochaines années pour vous Non, le challenge, c'est d'abord accompagner le projet qu'on porte et de réussir tout ce à quoi on s'est engagé. C'est d'abord, moi, je veux du plein emploi, je veux une croissance verte, je veux faire en sorte qu'on ait pu transformer les choses, que les jeunes se disent que c'est en France qu'on peut bâtir sa vie, construire sa vie. Moi, c'est ça, je veux donner de l'optimisme à chaque Français, c'est d'abord ça. Ensuite, il y aura une discussion évidemment sur la suite, sur nos idées, qui les portera dans les années qui viennent. On verra, on a un peu le temps devant nous. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui sous quelle forme ça prendra. Je suis incapable de vous dire si j'en ferai partie ou voilà. C'est pas pour nous. On est dans le quotidien, on est dans ce qui va arriver. Et de faire en sorte de pouvoir répondre aux Français et aux attentes des Français. Vous savez, les 5 ans qu'on vient de vivre, elles nous ont montré qu'il faut être quand même le nez dans le guidon. Évidemment, il faut toujours une vision long terme où on veut aller. Ça, c'est notre projet, c'est ce qu'on porte et voilà, qui va s'amender au fur et à mesure. Mais c'est aussi la réponse, c'est le prix du gaz, de l'électricité demain, après-demain. C'est ça tout de suite ce qu'on nous demande. Vous êtes ministrable, qu'est-ce que va se passer derrière Non, mais c'est une vraie question. Derrière Emmanuel Macron. Ouais, le prochain gouvernement, vous êtes ministrable. Moi, je suis très heureux d'être député. Je ne sais pas pourquoi on nous pose toujours la question. On pense qu'un député, l'avenir d'un député, c'est d'être l'amélioration d'un député, c'est d'être ministre. Moi, je suis super heureux d'être député. Ah ouais. J'adore ça. J'adore être au contact. Je suis très heureux. Donc, oui, c'est pas le même métier, c'est clair. C'est pas le même métier. Si par exemple demain on vous propose un poste au gouvernement, non. C'est plutôt non. Okay. C'est plutôt non. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Axit. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On va marquer une très courte page de pause et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette émission.